Bonsoir, je vous remercie de cette invitation. Je vous remercie aussi de votre indulgence. J'ai oublié chez moi mon sac de vêtements, donc j'ai une tenue pour voyager en train. et donc, cette présentation, je l'ai intitulée effectivement 10 ans après la COP21 et l'accord de Paris. Quel est l'état des lieux du changement climatique et de l'action pour le climat ? Avec l'échelle mondiale, en lien avec les enjeux qui se discutent difficilement actuellement à Belém pour la COP30, mais aussi en Europe et en France. Et puis du coup, ça fera le relais avec la présentation de Lola. Et je veux aussi préciser que comme scientifique, on a plein de rôles. En fait, on a produire, partager les connaissances. L'alerte sur les enjeux climat, elle a été produite il y a très longtemps. Il y a tout ce travail de co-construction, c'est-à-dire comment on fait avancer les sciences du climat pour répondre aux besoins de la société. Puis il y a parfois un rôle de chien de garde, et je vais un peu le prendre. Alors, si on regarde la Terre depuis l'espace, c'est le meilleur endroit ici pour le faire. On peut juste rappeler quels sont les facteurs qui jouent sur le changement climatique. Et donc, dans un climat à l'équilibre, on a l'ensoleillement qui arrive, une partie qui est réfléchie par les nuages, par les surfaces, notamment les surfaces brillantes. Le reste est absorbé, ça réchauffe la surface de l'océan, les continents, les basses couches de l'atmosphère, qui émettent un rayonnement infrarouge, dont une partie est absorbée par l'effet de serre naturel et une partie repart. Et quand on a cet équilibre, on a un climat stable. Donc aujourd'hui, en ajoutant massivement des gaz à effet de serre notamment, et puis aussi en dévoilant les particules de pollution qu'on avait émises en même temps, on entraîne une accumulation de chaleur dans le système climatique. Et cette accumulation de chaleur, le climat y réagit avec ses boucles amplificatrices et stabilisatrices. Ça, c'est la beauté des sciences du climat. Le gros de la chaleur rentre dans l'océan, une partie est convertie en fonte de l'enneigement, des sols gelés, de la glace de mer, des glaciers du Groenland et de l'Antarctique. Et puis il y a une partie également qui correspond au réchauffement des terres émergées. Et le réchauffement des basses couches de l'atmosphère, c'est à peu près 1% de cet excès d'énergie qui s'accumule. Alors, si on réfléchit au premier facteur qui gouverne le réchauffement en cours et qui va gouverner le réchauffement futur, le constat est très clair, il n'a fait que s'affiner au cours des dernières décennies. C'est cette relation étroite entre le cumul des émissions de CO2, le dioxyde de carbone, qu'on émet lorsqu'on brûle du charbon, du pétrole, du gaz, qui est aussi associé à la déforestation ou la production de ciment. Et c'est le premier facteur du réchauffement à ce jour. Et le cumul à venir sera le déterminant du niveau de réchauffement à venir. Donc là, c'est une figure du rapport du GIEC de 2021 qui est présentée là et qu'on ne présente que jusqu'à horizon 2050 parce qu'au-delà, c'est plus incertain. C'est plus incertain parce que quelle sera la capacité de la végétation, de l'océan plus chaud à toujours absorber plus de CO2. On sait que l'effet climat va faire perdre en efficacité ces puits de carbone et ça ajoute de l'incertitude sur cette relation. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on sait aussi, c'est que si on met les émissions de CO2 à zéro net, c'est une vue de l'esprit, mais si on le faisait aujourd'hui, et puis de toutes les autres manières dont les activités humaines perturbent le climat, on n'aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. Et donc, une des conditions clés pour arriver à stabiliser le réchauffement à venir, c'est freiner la hausse du cumul des émissions de CO2, c'est-à-dire les baisser fortement, et atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire du fait de nos seules activités. S'il y a des émissions résiduelles de secteurs très difficiles à décarboner, il faut que nos activités permettent d'éliminer l'équivalent de CO2 de l'atmosphère et le stocker à long terme. Alors, où est-ce qu'on en est 10 ans après l'accord de Paris ? Et j'ai beaucoup apprécié cette figure qui vient du rapport du Climate Change Committee britannique de cet été. Alors, vous avez en fait pour les pays du G20 une représentation de leur rythme de baisse ou de hausse des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2015, donc avant l'accord de Paris. Et puis, donc ça c'est en orange. Et la période la plus récente, 2015-2023, en bleu foncé. Donc vous pouvez voir que dans les pays industrialisés plus tôt, les émissions de gaz à effet de serre baissaient doucement avant l'accord de Paris. Et cette baisse s'est fortement accentuée. Et on a maintenant plus de 35 pays qui ont une baisse nette de leurs émissions, découplée de l'augmentation de leur croissance économique et de leur PIB. Quand vous regardez du côté des grands pays émergents, leurs émissions de gaz à effet de serre montaient fortement avant l'accord de Paris, et elles montent beaucoup moins fortement aujourd'hui, mais elles continuent à monter, sauf en Chine où depuis
2024, mi-2024, il y a une stabilisation de leurs émissions. On a un ensemble d'études qui montrent ce qui a fonctionné. Et ce qui a fonctionné, c'est des ensembles de politiques publiques, l'information aux entreprises, l'information aux consommateurs, le signal prix, donc fiscalité, incitation, le cadre réglementaire, les normes. On sait que ça fonctionne quand c'est déployé dans son ensemble. Et puis, c'est des politiques publiques d'efficacité, des politiques publiques de technologie propre et des politiques publiques qui permettent de maîtriser la déforestation. Et on voit, et on va le voir, qu'elles portent leurs fruits. On a également une forte baisse des coûts, une forte hausse des capacités installées, notamment pour la production d'électricité renouvelable, donc décarbonée, et même chose pour les batteries, qui permettent maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, il y a 30 ans, d'une manière économiquement viable, de décarboner les mobilités terrestres, ou bien de décarboner graduellement la production d'électricité avec également le nucléaire, qui joue en France un rôle important. En 2024, l'Agence internationale à l'énergie souligne qu'il y a eu 2 fois plus d'investissements dans les renouvelables, par exemple, que dans les énergies fossiles. Mais il y a encore des investissements importants dans ce secteur-là. Et puis, au niveau mondial, le pic des émissions de CO2 par personne est passé depuis 2012. Donc, cette vision, en fait, montre une action pour le climat qui est montée en puissance, qui avance. Mais je ne vous cache pas qu'il y a également une obstruction inédite, brutale, une obstruction organisée, structurée, notamment pour freiner la substitution aux énergies fossiles et la sortie des énergies fossiles, notamment pour le pétrole et pour le gaz. Une obstruction tellement brutale qu'elle cible même la capacité à produire des connaissances en sciences du climat, l'observation de la Terre depuis l'espace, les réseaux d'observation, les scientifiques aux États-Unis prennent de plein fouet les conséquences d'une obstruction inédite. Alors si on continue et qu'on regarde l'évolution de nos relations avec le cycle du carbone planétaire, c'est une figure du rapport du Global Carbon Project qui a été publié avant-hier, je crois. Alors, c'est l'image de la baignoire qu'on prend. Donc, l'atmosphère, c'est la baignoire. Nous, on la remplit. C'est ce qui apparaît en haut de la figure. On la remplit avec les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et l'industrie. C'est essentiellement le ciment. C'est ce qui apparaît en gris. C'est le gros morceau, en fait. 90% des émissions de CO2. Et vous voyez qu'il y avait une forte augmentation, notamment entre les années 2000 et 2010. Industrialisation de la Chine avec le charbon, ça a pesé lourdement. Et depuis une dizaine d'années, il y a un rythme de hausse qui s'est fortement ralenti, mais cette hausse continue. Et on estime qu'en 2025, il y aura encore 1% de hausse des émissions de CO2 de ce secteur au niveau mondial. En orange, vous avez les émissions liées au changement d'utilisation des terres, déforestation ou afforestation, destruction de zones humides ou tourbières, c'est l'effet net. Et vous voyez qu'on estime qu'il y a eu déjà une légère diminution, même si la déforestation, vous le savez, se poursuit dans certaines régions du monde. Donc ça, c'est ce qu'on met vers l'atmosphère. Et ensuite, une fois qu'on l'émet, ce que cela devient, donc c'est la partie en bas de l'axe horizontal, l'océan, en fait, absorbe environ 29% en ce moment des émissions de CO2, si on regarde sur la dernière décennie. La réponse naturelle de la végétation et des sols, donc ce n'est pas les forêts gérées, c'est la réponse naturelle de la végétation et des sols, capte environ 21% chaque année. Une captation qui est tributaire du climat, puisque les conditions chaudes et sèches sapent en fait le puits de carbone terrestre. C'est ce qu'on a vu en 2023-2024, plus affaibli, puis des signes de récupération en ce moment. Et donc chaque année, à peu près la moitié de nos émissions s'accumulent dans l'atmosphère, ce qui fait que le réservoir atmosphère, vous le voyez là, s'élargit. La concentration en CO2 dans l'atmosphère monte. Alors tous les ans, en fait, on réactualise les indicateurs clés de l'état du système climatique et de l'influence humaine sur la base des jeux de données, des méthodes qui ont été évaluées de manière approfondie, notamment dans le rapport du GIEC de 2021 que j'avais co-supervisé. Alors le premier panneau, c'est les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on vient de voir. Donc on vient de voir les émissions de CO2 fossiles qui ralentissent, les émissions de CO2 liées à la déforestation qui ralentissent, les émissions du deuxième facteur qui pèse le plus, le méthane, lié à l'élevage, à la fermentation dans les décharges par exemple, là par contre ça continue à augmenter fort. Et puis les émissions d'oxyde nitreux, un autre gaz à effet de serre lié aux engrais azotés, aux épondages, certains processus industriels continuent à augmenter fort.
Et enfin, pour les gaz fluorés, eh bien, on voit les résultats des politiques publiques pour éliminer les substances qui détruisaient l'ozone. Et donc, on a un petit panneau où vous voyez des émissions d'un des composés, les CFC, qui diminuent très fortement. Et à l'inverse, les produits de substitution utilisés notamment dans les systèmes de climatisation qui augmentent et qui sont aussi des gaz à effet de serre. Et donc il y a des progrès encore attendus dans ce secteur-là. Ce qui est également notable, c'est les progrès de la lutte contre la pollution et notamment des émissions de composés soufrés qui conduisent à la formation de particules de pollution concentrés autour des sites industriels ou des villes. Et vous voyez dans l'encadré du bas le progrès des politiques publiques pour réduire les émissions de composés soufrés depuis une vingtaine d'années, avec d'ailleurs un progrès plus récent, c'est le fait de désoufrer les carburants utilisés dans le secteur maritime, qui est en plus du reste. Et ça c'est intéressant parce que ces composés soufrés en formant des particules, et l'interaction de ces particules avec certains nuages a plutôt un effet refroidissant sur le climat, un effet parasol. Donc ces progrès de contrôle de la pollution dévoile en fait cet effet-là et donc contribue depuis une vingtaine d'années plutôt à un effet réchauffant supplémentaire en plus de la hausse de l'effet de serre. Alors au milieu, vous voyez donc les gaz à effet de serre dont la concentration continue à augmenter dans l'atmosphère. Si on prend à nouveau le CO2, on est maintenant à 53% au-dessus du niveau pré-industriel. Donc dans les carottages de glace, on remonte pour l'instant sur 800 000 ans. On va pouvoir peut-être étendre encore vers 1,5 million d'années. C'est en cours. On a aussi des indicateurs indirects via la chimie de l'océan, via des indicateurs géologiques. Et en fait, pour trouver un tel niveau de CO2 dans l'atmosphère, il faut remonter sur 3 à 14 millions d'années vers le passé. Ça donne un peu l'ampleur de la perturbation que nous provoquons par nos activités depuis la révolution industrielle. Alors si on compare les différents facteurs, on peut les comparer par rapport à ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire la manière dont cela va agir sur les échanges de rayonnement au sommet de l'atmosphère avant de tenir compte de la réponse du climat. Donc on mesure des flux de rayonnement perturbés quelque part. Et c'est ce qui est représenté dans le panneau qui se trouve à votre droite, où vous voyez que l'effet des activités humaines est positif, c'est-à-dire qu'on piège de la chaleur de ce point de vue-là. Il atteint presque 3 watts par mètre carré, avec donc l'effet des différents gaz à effet de serre qui s'ajoutent, donc premier CO2, deuxième méthane avec un effet direct, gaz à effet de serre puissant à courte durée de vie, puis un effet indirect, chimie de l'atmosphère, formation d'ozone dans les basses couches, polluants et gaz à effet de serre. Quand on le réalloue au méthane, c'est vraiment le deuxième facteur de réchauffement à ce jour. Et puis tout en bas de cette figure, vous voyez la courbe qui doit apparaître en gris clair, qui remonte à la fin. Là, c'est la perte de l'effet refroidissant des particules de pollution, donc qui joue dans le sens d'un réchauffement depuis une dizaine d'années. Alors, cette perturbation, elle entraîne une accumulation de chaleur dans le système climatique. Cette accumulation de chaleur que je décrivais tout à l'heure, dans l'océan, sur les premières centaines de mètres jusqu'au fond de l'océan. La conversion en fonte de ce qui est enneigé et englacé. Et ces deux facteurs-là, d'ailleurs, ils contribuent à la montée du niveau de la mer. On perd l'eau qui était stockée dans les glaciers, le Groenland, l'Antarctique, ça rejoint l'océan. Et puis l'océan, en accumulant cette chaleur, gonfle et le niveau de la mer monte. Ensuite, le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est cette perturbation, plus la réponse du climat, l'effet net. Et donc on continue à stocker de la chaleur par la réponse du système climatique. Et vous voyez différentes barres verticales qui montrent cette estimation de déséquilibre sur des décennies qui se suivent. Donc ça augmente fortement, ça atteint 1 watt par mètre carré sur la période des derniers 10 ans à la louche. Et ça a doublé à peu près depuis les années 80. Alors maintenant, on passe à l'indicateur qui est souvent utilisé par rapport à l'état du climat au niveau planétaire, c'est le changement de température au niveau de la surface des continents et la température de surface de la mer. Alors c'est l'indicateur que l'accord de Paris a retenu, et l'accord de Paris vise à limiter le réchauffement largement sous 2 degrés et renforcer les efforts pour le stabiliser à 1,5 degré. Donc c'est ce qui a été formulé en 2015. Ça a été formulé à l'époque sur la base de ce qu'on savait à l'époque des risques climatiques liés au niveau de réchauffement planétaire. Et c'est un compromis au sens où les pays les plus, directement liés aux énergies fossiles ont fait pression pour que l'ambition soit plutôt faible.
Et les pays les plus vulnérables, notamment les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés, ont fait pression pour qu'il y ait une aspiration à contenir le niveau à un niveau bas par rapport à l'escalade des risques qui est attendue pour ces régions du monde, pour chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Donc, c'est la courbe en rouge. En 2024, pour la première fois sur une année, la différence de température par rapport au climat pré-industriel a atteint 1,5 degré. Mais ce n'est pas atteint au sens climat, c'est juste une année. Parce qu'il y avait en plus un événement El Niño dans les tropiques. Et les événements El Niño, qui font partie de la variabilité naturelle interne du climat, conduisent toujours à des pics par rapport au climat moyen de la période. Donc si on regarde un peu dans le rétroviseur, qu'on moyenne sur 10 ans, en 2015-2024, le changement de température à la surface de la Terre, il a atteint 1,24 degré de plus que le climat de 1850-1900. Et ça, c'est la moyenne planétaire. C'est moins marqué au-dessus de l'océan, 1 degré, et c'est plus marqué au-dessus des continents, déjà 1,8 degré. Et l'Europe est le continent, en dehors de la région arctique, qui se réchauffe le plus. Donc ça concerne l'Hexagone notamment. Alors ça, c'est le réchauffement observé, et depuis les années 90, on dispose de méthodes d'analyse dans le système climatique objectives qui permettent d'évaluer le poids de différents facteurs dans le réchauffement observé, ce qu'on appelle des méthodes d'attribution. Donc là, c'est une illustration de ces méthodes d'attribution. Vous avez en violet, rose-violet, la partie du réchauffement qu'on attribue à l'influence humaine, nette. En violet foncé, l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. En jaune, l'effet refroidissant des particules de pollution, notamment les autres facteurs. Et puis en vert, vous avez la part qu'on peut attribuer aux facteurs externes naturels qui vont aussi jouer sur le bilan d'énergie de la Terre, l'activité du Soleil, les cycles de 11 ans, etc. Et puis de temps en temps, les éruptions volcaniques qui généralement ont un effet refroidissant, mais parfois en mettant de la vapeur d'eau tout en haut de l'atmosphère, un petit effet réchauffant. Donc vous pouvez voir que les petits points noirs, c'est la température à partir des observations chaque année. Et donc sur la base de ce type d'analyse, je simplifie, vous avez cette fois-ci en gris les observations de température à partir des jeux de données disponibles, et puis en orange la partie attribuable aux activités humaines. Donc si on regarde sur les derniers 10 ans, 1,24 degré de réchauffement, 1,22 degré dû aux activités humaines. C'est la quasi-intégralité. Si on regarde le rythme de réchauffement récent, c'est une forte hausse en fait, la dernière décennie, la plus haute par rapport aux décennies précédentes, parce que le coup de pouce gaz à effet de serre et le coup de pouce réduction des particules qui jouent dans le même sens. Et la réponse du climat, elle est telle qu'attendue par rapport à cette perturbation. Donc on ne discerne pas d'amplification de la réponse du climat, vous voyez, de processus, de boucles de rétroaction qui seraient différentes de ce qu'on connaissait précédemment. Et enfin, si on va jusqu'à l'année 2024 et qu'on regarde le réchauffement dû aux activités humaines, il atteint maintenant 1,36 degrés, donc c'est ce qui était dit tout à l'heure. On est dans un monde 1,36 degrés plus chaud que le climat pré-industriel du fait des activités humaines. Au moment de la rédaction de l'accord de Paris, c'était plutôt de l'ordre du degré. Donc on voit bien en 15 ans la poursuite de ce réchauffement. On a aussi travaillé pour savoir en quoi l'année 2024 était une surprise ou pas, aussi chaud qu'en 2024. C'est notamment Christophe Cassou qui a travaillé à Toulouse, qui a conduit ce type d'études. Et ce que ces travaux ont montré, c'est que dans un monde 1,36 degrés plus chaud, il y a une chance sur 6 d'atteindre 1,52 degrés comme en 2024, simplement par la variabilité naturelle du climat. Et quand on a un événement El Niño, et qu'en plus on a une variabilité, on va dire chaude, du côté de l'Atlantique Nord, c'est ce qu'on avait en 2024, cette configuration de la variabilité interne du climat, eh bien une année comme 2024, elle a une chance sur 2 de se produire. Donc finalement, c'est sans surprise, c'est vraiment les caractéristiques attendues de la variabilité interne du climat qui se superposent à ce monde plus chaud.
Et puis j'aime bien aussi rappeler que la trajectoire de réchauffement qu'on a observée, cette fois-ci elle est représentée avec des traits de couleur qui vont du rouge au noir selon la figure, elle avait été anticipée par les exercices successifs de scénarios et de modélisation du climat. Vous aviez les simulations faites au début des années 2000, et puis vers les années 2010, et puis vers les années 2015, donc différentes générations de modèles de climat. Et vous voyez que l'enveloppe des projections climatiques entoure le réchauffement tel qu'il s'est produit. Ce type d'analyse est tout à fait intéressant pour finalement s'assurer que notre compréhension au premier ordre de la réponse du climat aux perturbations de son bilan d'énergie est cohérente avec les observations. Donc vous pouvez trouver sur le site qui apparaît ici un tableau de bord réactualisé. C'est exactement ce que je viens de vous présenter. Puis on a fait un petit peu d'extrapolation. Par exemple, au rythme actuel de réchauffement, quand est-ce qu'on atteindrait un monde 1,5 degré plus chaud ? On voit que c'est avant 2030. On peut également ici présenter la montée du niveau de la mer comme un des indicateurs de l'état du climat planétaire. Donc la montée du niveau de la mer, c'est quasiment 23 cm depuis 1900. C'est un rythme encore plus élevé sur les périodes récentes parce que le déséquilibre et donc l'accumulation d'énergie augmente, notamment dans l'océan, et aussi parce qu'à la fonte des glaciers s'est ajoutée depuis les années 90 la fonte en surface du Groenland, l'écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique, donc des contributions supplémentaires qui contribuent à ce rythme plus élevé, quasiment 4 mm par an sur les dernières années. Et puis enfin, vous vous souvenez de cette relation cumul des émissions de CO2 température que j'ai montrée au début. En fait, c'est ce qui permet de se dire, en fonction d'une cible, limiter le réchauffement à tel niveau, 1,5 degré ou 2 degrés, avec telle probabilité de succès par rapport à la réponse du climat, en fait, on peut le traduire en marge de manœuvre qui reste, en budget carbone compatible avec tel ou tel niveau de réchauffement. Et ce que l'on voit, c'est que le budget carbone qui resterait pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, avec une chance sur 2 d'y arriver, c'est l'équivalent de, dans notre estimation, 130 milliards de tonnes. On en émet 40 chaque année. Vous faites la division. En 3-4 années, c'est épuisé. Donc c'est une autre manière de converger sur le fait qu'avant ou vers 2030, on atteindra ce niveau de réchauffement planétaire. Et puis, par rapport au budget carbone compatible avec une limitation du réchauffement sous 2 degrés, cette fois-ci avec 2 chances sur 3 d'y parvenir, l'interprétation de la formulation largement sous 2 degrés, vous voyez que la marge de manœuvre est plus élevée. Au rythme actuel d'émissions, ce serait atteint vers 2046, mais si les émissions annuelles baissent, en fait, ça veut dire que ce niveau-là de réchauffement serait atteint plus tardivement, en fait. Et donc, c'est là où on a une incertitude, bien sûr, plus grande sur une simple extrapolation. Et du coup, ça me fait cette transition avec vers quoi allons-nous ? L'évolution future du climat, elle va dépendre de choix, de changements socio-économiques, de leurs implications sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça va aussi dépendre de la réponse du climat, du cycle du carbone. Et puis ensuite, ces caractéristiques, ces niveaux de réchauffement à venir, ils vont entraîner des risques parce qu'ils vont faire évoluer les profils de facteurs climatiques qui sont des générateurs d'impact, comme les vagues de chaleur, les sécheresses agricoles les plus extrêmes, les cyclones tropicaux les plus intenses, le recul de l'enneigement, des glaciers, la montée du niveau des mers et le reste. Mais les risques, en fait, ce n'est pas simplement ces aléas, c'est la manière dont ça va interagir avec l'exposition, les vulnérabilités et les réponses que l'on va être capable de porter, donc la gestion de risque, les stratégies d'adaptation et leurs effets pour limiter une partie des risques climatiques. Alors ça, on peut l'aborder de différentes manières. Par exemple, avant la COP30, il y a 64 pays qui ont soumis leurs promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2035, ce qu'on appelle les contributions déterminées nationalement, ou les NDC, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pays qui l'ont fait plus tôt ne représentent qu'à peu près un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un tiers à un quart d'ailleurs. Vous avez en gris la trajectoire d'émissions sur la base de leurs engagements avant l'accord de Paris, juste avant. Ensuite, en bleu clair, les engagements qui avaient été réactualisés il y a quelques années. Et puis en bleu plus foncé, les derniers engagements.
Donc vous voyez que c'est intéressant parce que dans ce mécanisme-là, leur trajectoire d'émission conduit à aller vers une baisse pour ces pays-là de l'ordre de 17% à horizon 2035 par rapport aux années 2020, je dirais. L'Union européenne n'est pas intégrée dans ces estimations parce que les pays européens, vous avez peut-être suivi, ont eu beaucoup de mal à s'accorder sur cette contribution déterminée au niveau européen. Donc on peut souligner que l'Union européenne a réduit ses émissions d'environ 36% entre 1990 et 2023. Elle a inscrit dans sa stratégie, donc de manière obligatoire en fait, une cible de réduction de 55% des émissions à horizon 2030. Et selon les choix qui vont être faits dans les différents pays, cela peut être réalisé. Ensuite, l'accord à horizon 2035 dans l'Union européenne, c'est une plage, une fourchette, qui va de 66 à 72% de baisse à horizon 2035. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce que l'Union européenne a indiqué depuis longtemps, ça demande un point de passage de 90% de réduction des émissions de gaz à effet de serre vers 2040. Et le compromis d'il y a quelques semaines, c'est d'accorder sur cet objectif 5% de marge de manœuvre de crédits internationaux. Et puis il y a également une clause de revoyure par rapport à la capacité d'absorption de la forêt et des sols qui s'est fortement amoindrie. Et donc une clause de revoyure sur la manière dont finalement l'état des forêts gérées peut permettre ou non de tenir cet objectif 2040. Alors un petit zoom sur le côté français, vous le savez peut-être, d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Elles viennent en premier des transports, à peu près un tiers, et pour cela c'est largement dominé par la voiture individuelle. Ensuite, on a le secteur agricole avec l'élevage, mais également les utilisations d'engrais pour les grandes cultures qui pèsent lourdement. Ensuite, on a le secteur industriel, le secteur des bâtiments, donc c'est construction mais aussi chauffage des bâtiments bien sûr, qui pèse le plus, chauffage au fioul, chauffage au gaz. Enfin, on a la production d'énergie qui, en France, pèse peu parce que notre production d'électricité est déjà essentiellement décarbonée. Donc c'est une grande différence par rapport à d'autres pays où le premier enjeu c'est décarboner la production d'électricité. On a le secteur des déchets qui est un secteur qui pèse à peu près à 4% à hauteur des émissions de gaz à effet de serre. Et puis après on a des puits de carbone et nos puits de carbone c'est le stockage dans les forêts qui s'est fortement réduit. Mais on a des déstockages, notamment quand on retourne des prairies pour les transformer en culture, ou par l'artificialisation des terres qui fait perdre des puits de carbone. Alors si on se pose la question de savoir si la France est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on peut le regarder de multiples manières. On peut le regarder sur le territoire pour les émissions brutes, c'est-à-dire les différents secteurs d'activité sans la partie stockage. Donc la partie territoriale brute sans le stockage, c'est la courbe bleue. Donc nos émissions ont baissé d'à peu près 30% depuis les années 90, mais vous voyez qu'il y a eu un fort ralentissement entre 2023 et 2024, un rythme de baisse très faible, seulement moins 1,8%, dont 2 tiers conjoncturels, difficultés dans le secteur de l'élevage, hiver doux, ralentissement économique, ça c'est conjoncturel, c'est pas un investissement qui fait évoluer les infrastructures. Et puis à nouveau un très faible rythme de baisse sur les premières estimations disponibles entre 2024 et 2025, une baisse qui ne serait que de l'ordre de 0,8%. Vous voyez qu'en fait on a une trajectoire d'émissions territoriales qui montre des signes de déraillage par rapport aux objectifs européens et français. On peut également regarder l'empreinte qui est forte parce qu'on a beaucoup désindustrialisé. Du coup, on a une part de la consommation en France qui est liée à des importations d'autres pays. Un tiers dans l'Union européenne, un tiers en Chine et un tiers en Asie hors Chine. Et il y a également bien sûr les transports internationaux, maritimes et aériens qui jouent également sur notre empreinte. Et donc vous voyez que l'empreinte elle a été maximale il y a une quinzaine d'années et qu'elle diminue. Et elle diminue avec nos émissions territoriales, mais aussi avec les émissions territoriales et le cadre d'action des pays producteurs, source de ces importations. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est le puits de carbone en France, lié notamment à la gestion des terres, aux forêts gérées dans l'Hexagone. Et donc, ce que vous voyez sur la figure en haut à droite, la grande barre verte, c'est chaque année
l'accroissement de la forêt, qui donc stocke du carbone sous forme d'arbres, en fait, de matière organique dans les arbres. Et vous voyez entre 2010 et 2020 cette forte diminution du puits de carbone des forêts gérées, dont une partie importante, près du tiers, en orange, c'est du bois mort dans les forêts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc des arbres stressés par la chaleur, stressés par des conditions sèches, des forêts plus fragiles à des ravageurs comme les scolites, donc des dépérissements de forêt, une moindre croissance des arbres, et puis aussi des prélèvements, notamment pour le bois énergie, par exemple, plus élevés que finalement le maintien de la capacité de stockage. Donc on a cette dégradation du puits de carbone des forêts qui fait que sur les objectifs, les budgets carbone que la France s'est donné, donc le premier budget carbone avait été manqué, le deuxième budget carbone va être tenu tout juste, en gros par le ralentissement lié au confinement pendant la pandémie, en partie, et tout juste par rapport à cette fragilité du puits de carbone. Si on compte le bois mort comme stockage, on passe. Si on ne compte pas le bois mort comme stockage, on ne tient pas en fait ce deuxième budget carbone. Et ensuite, on peut regarder secteur par secteur l'évolution au cours du temps. Donc premier secteur émetteur en France, les transports, c'est celui qui baisse le moins. Donc on a une vraie difficulté à engager une baisse des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Deuxième secteur émetteur, le secteur agricole, également une difficulté à engager une baisse structurelle et une évolution des pratiques agricoles et du système alimentaire. Vous voyez également des points de vigilance du côté des déchets, dont les émissions de gaz à effet de serre ne baissent quasiment pas. Et puis dans le rôle de chien de garde scientifique, donc au titre du Haut Conseil pour le climat, on doit faire une évaluation des politiques publiques. Pour cela, on a conduit un cadre précis avec un code de couleur qui va du vert quand c'est satisfaisant à orange, voire rouge, quand on considère que les politiques publiques ne permettront pas de tenir les objectifs. Et vous voyez des points de préoccupation sur beaucoup de secteurs d'activité, avec récemment des occasions manquées. Je pense aux réflexions sur la souveraineté agricole, qui n'a pas été associée à une réflexion de transformation visant à la fois à renforcer l'adaptation au changement climatique, ça a été un peu traité, mais aussi d'augmenter le stockage de carbone, par exemple, dans les terres. Alors, ça, c'était le cas français. Au niveau mondial, bien sûr, la trajectoire future du climat va dépendre des émissions mondiales à venir. Et souvent, on me pose la question de savoir sur quelle trajectoire, sur quel scénario socio-économique on se situe actuellement. Donc vous avez là sur la figure qui se situe donc à votre gauche les observations des émissions de CO2 mondiales. Et vous voyez que sur la période très récente, on est plutôt sur une trajectoire de type trajectoire socio-économique 4.5 ou 6, donc des scénarios intermédiaires. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre qui font l'hypothèse d'une utilisation croissante, notamment de charbon. On n'est plus dessus. Mais on n'est pas non plus sur les trajectoires de baisse forte ou très forte, les scénarios de type 2.6 ou 1.9, qui sont ceux qui en fait permettent de limiter le réchauffement largement sous 2 degrés ou à 1,5 degré. Et donc, si on regarde un scénario comme le scénario intermédiaire 4.5, et donc Lola, je pense que tu vas en reparler tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, l'estimation de la réponse du climat, ça nous placerait sur une trajectoire qui irait vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés en fin de siècle, avec une plage d'incertitude qui reste relativement importante. Et cette plage d'incertitude, c'est l'incertitude sur les rétroactions, sur la réponse du système climatique, mais aussi en fait des puits de carbone naturels, l'efficacité de l'océan, l'efficacité de la végétation à absorber du carbone. On sait que c'est contraint dans un climat qui se réchauffe. Et la première incertitude, c'est plutôt sur la réponse côté continental de ce point de vue-là. Et enfin, on peut aussi extrapoler les efforts que les pays ont mis sur la table. Donc les politiques publiques déjà actées dans la loi, les cadres réglementaires, c'est ce qui apparaît en bleu foncé. Ensuite, les engagements qui ont été pris à horizon 2030-2035, ce sont les enveloppes qui apparaissent en orange ou en rouge. Et puis, on peut extrapoler à ce rythme-là d'action dans les différents pays du monde sur quelle trajectoire cela pourrait nous placer en termes d'émissions mondiales de gaz à effet de serre et donc quel serait le réchauffement attendu.
Et donc sur la base uniquement des politiques actuelles déjà mises en place, on pourrait aller vers 2,8 degrés de réchauffement en fin de siècle, avec une plage d'incertitude qui reste de plusieurs dixièmes de degrés autour de ce chiffre que je donne. Ensuite, si les contributions déterminées nationalement, les promesses que les pays ont faites dans le cadre de l'accord de Paris étaient tenues, ce serait entre 2,5 et 2,3 degrés, selon que les promesses sont inconditionnelles ou conditionnées à des transferts de technologie ou des financements, dans le cadre des mécanismes de l'accord de Paris ou des accords bilatéraux. Et enfin, si les engagements de neutralité carbone 2050 en Europe, 2060 en Chine, 2070 en Inde et les autres étaient tenus, là, en fait, on pourrait limiter le réchauffement sous 2 degrés d'ici à la fin de ce siècle. Donc vous voyez qu'en fait, l'évolution future du climat tout au long de ce siècle, elle va être déterminée par la mise en œuvre des engagements qui ont déjà été pris. Et si on les relâche, eh bien, il y aura un réchauffement supplémentaire. La destruction du cadre d'action publique aux États-Unis par l'administration Trump-Vance, à elle seule, conduirait à 0,1 degré de plus de réchauffement, rien que par cette décision qui vise à ralentir en fait, la transition énergétique aux États-Unis. Alors, chaque incrément de réchauffement supplémentaire au niveau mondial, eh bien, ça va rendre les extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses. Ça augmente les sécheresses agricoles, ça augmente l'intensité des pluies extrêmes, 7% de plus de vapeur d'eau par degré de réchauffement dans l'atmosphère, mais aussi des événements composites comme pour une tempête de forte intensité avec un océan dont le niveau a monté, le risque de submersion, et puis aussi le risque de pluie intense sur le continent, ce qu'on appelle des inondations composites. Ça augmente aussi les conditions à la fois chaudes et sèches qui sont propices aux incendies de forêt, par exemple. Et en fait, ces facteurs climatiques générateurs d'impact, on les identifie à partir des impacts déjà observés, qui concernent notamment les enjeux sur la disponibilité en eau, des situations de pénurie d'eau. Vous avez peut-être suivi l'actualité en Iran, où il y a une vraie incertitude sur l'approvisionnement en eau là, de très grandes villes. Ça touche également sur les rendements agricoles, mais aussi la production de l'aquaculture et la capacité de pêche qui a déjà diminué dans les régions tropicales. Il y a des effets dans le secteur de la santé, notamment par la chaleur, l'hyperthermie, morbidité, mortalité. Des effets sur les maladies infectieuses, par exemple transmises par des insectes comme les tiques, les moucherons ou bien les moustiques tigres et autres. Il y a également des effets sur la santé par les déplacements contraints en cas d'incendie, en cas d'inondation, qui pèsent lourdement sur la santé mentale. Le plus coûteux d'un point de vue économique, ce sont les inondations, et notamment les destructions et inondations suite à des cyclones tropicaux de forte intensité dont la proportion augmente. Alors, 1 minute pour vous parler de l'ouragan Melissa qui a dévasté la Jamaïque, Cuba, Haïti, la République dominicaine. Donc, une eau de mer 1,4 degré plus chaude dans ce secteur-là, rendue plusieurs centaines de fois plus probable parce qu'on a réchauffé le climat. Les conditions favorables à l'intensification jusqu'à une catégorie 5, rendues environ 6 fois plus probables dans ce climat d'aujourd'hui plus chaud. Et plusieurs études d'attribution sur ce cyclone de très forte intensité montrent que l'intensité des pluies a probablement été augmentée d'environ 10% du fait du réchauffement, et la vitesse des vents également. À la Jamaïque, la vitesse des vents a atteint 295 km/h. Il y a des rafales qui ont été mesurées par des drop-sondes lancées par des avions à 405 km/h. Donc le niveau de dévastation est considérable. Plus de 150 000 lieux de vie dévastés, des centaines d'écoles. Et je veux parler de ces écoles parce qu'en fait, une des conséquences du changement climatique par ces événements extrêmes de forte intensité, c'est en fait de rendre impossible aux enfants de poursuivre leur parcours scolaire. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous manquez l'école ? 15 jours, 1 mois, 2 mois, sur une année ? Vos résultats scolaires décrochent. Vous avez beaucoup moins de chances en fait d'être diplômé. Vous avez moins de chances d'accéder à un emploi bien rémunéré.
Et en fait, les parcours professionnels sont durement affectés. Ça n'est pas aujourd'hui intégré dans la manière dont on compte les pertes et les dommages. Rien que cet ouragan, Mélissa, dans les pays touchés, c'est 700 000 enfants qui manquent de la continuité d'accès à l'école et donc qui sont privés d'un droit fondamental des enfants, qui est l'accès à l'éducation. Donc dans le monde, ce qui est très net, c'est que les communautés qui sont les plus vulnérables, qui ont historiquement le moins contribué au réchauffement actuel, sont affectées de manière disproportionnée. Là, vous avez une carte du monde avec un code de couleur qui donne une idée du niveau de vulnérabilité par rapport au changement climatique. Cette vulnérabilité, elle vient du manque d'infrastructures, elle vient parfois de fragilité de gouvernance, elle vient de la pauvreté, elle vient également de moyens de subsistance qui dépendent directement du climat. Donc pêcherie, foresterie, agriculture, dès que vous avez un aléa climatique, ça touche directement en fait les revenus et les moyens de subsistance des personnes. Donc ça concerne environ 3,5 milliards de personnes. Et puis je rappelle aussi qui a le plus contribué au réchauffement actuel. On a parfois tendance à l'oublier, c'est les États-Unis en premier, donc sortis à nouveau de l'accord de Paris, qui font tout pour ne pas être redevables de la prise en charge des pertes et des dommages induits par les émissions de gaz à effet de serre historiques ou actuelles. À peu près à part égale maintenant, sur le réchauffement actuel, l'Union européenne et la Chine. Et puis ensuite, les pays qui se sont industrialisés plus tôt, Russie, Royaume-Uni, Japon et l'Inde. Et si on regarde les émissions aujourd'hui, les pays qui contribuent le plus aux émissions aujourd'hui, c'est la Chine. Et puis ensuite les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde. Donc on voit que selon qu'on regarde la responsabilité historique ou ce qui pèse le plus actuellement, on peut avoir des perspectives différentes. La Cour internationale de justice a été sollicitée à la demande d'étudiants de petites îles du Pacifique par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle a rendu un avis important cet été, un avis sur les obligations des États par rapport au changement climatique. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cet avis, c'est la réflexion que protéger le système climatique des émissions de gaz à effet de serre, donc éviter l'accumulation de chaleur dans le climat et toutes ses conséquences, les juges ont considéré qu'en fait, ça ne relevait pas que des politiques environnementales ou de l'accord de Paris, mais ça relève de principes constitutionnels dans chaque pays, parce que c'est intimement lié à la jouissance des droits humains fondamentaux. Et donc, en ce sens, les juges de la Cour considèrent que les États ont des obligations, mais aussi des responsabilités si ils ne tiennent pas leurs engagements, et des devoirs de réparation, notamment par rapport à ceux qui prennent de plein fouet les conséquences partout dans le monde. Alors, chaque incrément de réchauffement supplémentaire au niveau mondial, il va augmenter, il va intensifier des risques climatiques multiples dans chaque région du monde. Que ce soit pour des systèmes uniques et menacés comme les récifs de coraux tropicaux, ou bien les écosystèmes qui dépendent de la banquise, de la glace de mer, que ce soit via les événements extrêmes et leurs effets par exemple sur les rendements agricoles, que ce soit par rapport à la distribution des impacts, qu'au risque d'impact vraiment au niveau planétaire à grande échelle, ou bien l'augmentation d'occurrence d'événements singuliers de grande échelle, y compris la possibilité de points de bascule, par exemple pour certains secteurs de l'Antarctique, un écoulement plus rapide. Et quand on regarde les grands risques clés par rapport au niveau de réchauffement planétaire, ce qui est très net, c'est que par rapport à ce qu'on savait sur la base du 5e rapport du GIEC avant l'accord de Paris en 2014, on a revu à la hausse le niveau de risque pour un niveau de réchauffement planétaire donné. En d'autres termes, on comprend bien mieux à quel point on est vulnérable et à quel point on aurait tout intérêt à limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible. On comprend aussi mieux les dangers pour les écosystèmes et leurs services, la manière dont on en dépend, les implications pour les moyens de subsistance, les revenus dont je parlais tout à l'heure, le bien-être, la santé et les droits humains. Et bien sûr, ce niveau de risque, on comprend aussi à quel point il dépend des évolutions des vulnérabilités, de l'ampleur et de l'efficacité des efforts d'adaptation, mais aussi ses limites. Alors c'est illustré par exemple ici par rapport à la montée du niveau de la mer. Donc à horizon 2100, la montée du niveau de la mer va dépendre des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, puis en pointillé de la possibilité d'instabilité de certains secteurs de l'Antarctique, des processus associés à une forte incertitude, un degré de confiance faible, mais qu'on ne peut pas exclure.
Et ensuite, les capacités à faire face à différentes ampleurs de montée du niveau de la mer, elles ne sont pas les mêmes sur des atolls urbanisés. Vous n'avez pas tellement la possibilité de vous replier ailleurs. Ou bien pour des petites communautés autochtones arctiques. Ou bien pour des grands deltas agricoles comme au Vietnam. Ou bien pour des villes côtières riches en ressources comme Singapour ou Monaco qui sont capables de gagner sur la mer, par exemple, ou d'investir dans des ouvrages de protection pour limiter les risques. Et donc l'enjeu, je le prends sur le littoral, mais on peut le prendre dans tous les contextes, c'est finalement de réfléchir à quels chemins d'adaptation vont être construits, quelles mesures vont être déployées, déclinées, séquencées dans le temps. Des choses qu'on peut déployer maintenant, par exemple sur le littoral, restaurer des écosystèmes pour bénéficier de leur effet protecteur, ou bien déplacer des sédiments. On sait que ça marche, mais qu'il y aura assez vite une limite. Il y a des ouvrages en dur, mais il faut les ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis, ou mettre en protection des bâtiments, par exemple des résidences secondaires, dans ce cas-là. Et puis, il y a l'enjeu de planifier un repli stratégique. Et on voit bien qu'en fonction du temps, certaines mesures peuvent être déployées, elles toucheront leurs limites, et d'autres mesures plus transformatrices, comme se replier des zones très exposées, devront être mises en œuvre. Et c'est ça, en fait, quand on parle d'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on va décliner, déployer, qui va payer, qui va être protégé, et quelles seront éventuellement les limites à ce qui sera fait et les risques résiduels. Et donc on voit bien que sur les enjeux climat, on a de multiples interactions entre le curseur mis sur le fait d'aller de trajectoires de réchauffement très fortes à des trajectoires intermédiaires, le besoin d'adaptation, les coûts de l'adaptation, le financement de l'adaptation, les moyens de mise en œuvre, et puis quand on touche les limites aux capacités d'adaptation, par exemple des conditions tellement chaudes et humides qu'on ne peut plus avoir une activité physique en extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes travailleur dans le secteur du bâtiment, vous êtes salarié agricole dans des régions tropicales. Si vous travaillez dehors, vous mettez votre vie en danger. À un moment donné, vous ne pouvez pas travailler, ça va jouer sur vos revenus, ça va jouer sur l'activité économique de votre secteur. Et donc là, en fait, ça fait partie des limites à l'adaptation et des enjeux liés aux pertes et aux dommages, aux risques résiduels qu'on peut identifier. Donc dans le cadre des négociations internationales, c'est pour ça qu'en fait, il y a ces liens étroits entre les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'évaluation des besoins d'adaptation qui augmentent avec le niveau de réchauffement, les questions très difficiles sur le financement, et ce que les pays les plus riches sont prêts à mettre sur la table par rapport à ceux qui vont prendre de plein fouet des impacts à très court terme. Et puis la question des pertes et dommages, c'est-à-dire quand on est touché par des événements dévastateurs, comment on redémarre en fait, comment on reconstruit post-catastrophe, et ça fait partie de ces enjeux majeurs, par exemple en ce moment pour la Jamaïque, mais aussi pour d'autres pays. Et donc tout ça fait partie d'un objectif mondial d'adaptation. Une adaptation qui a besoin d'être fondée sur des connaissances, les connaissances des acteurs des territoires, des secteurs d'activité, les connaissances scientifiques. La question de l'adaptation, c'est une question aussi profondément de participation, de délibération démocratique. Elle doit aussi s'appuyer sur des enjeux de justice sociale, d'équité, et puis de droits humains, comme fondement en fait de la manière dont on vit ensemble. Donc les questions de dignité humaine, les questions d'interdépendance avec les écosystèmes et dans certains cas les questions d'habitabilité de certains territoires. Donc au niveau international, il y a eu plusieurs catégories de priorités mises en avant pour les enjeux d'adaptation. La santé, l'accès à la santé, les systèmes de santé résilients, les aspects liés à l'agriculture et à l'alimentation, donc pour préserver la sécurité alimentaire. Le changement climatique, il a un effet inflationniste sur le prix des produits agricoles. Donc on voit que ça touche très vite aux questions de sécurité alimentaire. Bien sûr, les enjeux liés à l'approvisionnement en eau, à l'eau, à la gestion intégrée de l'eau, l'eau pour les écosystèmes, pour les activités industrielles, pour l'irrigation agricole, pour les villes, un sujet difficile, on est dedans. Et puis les enjeux pour la réduction de la pauvreté, les moyens de subsistance, quel filet de protection sociale peut-on mettre en place pour préserver ceux qui prennent de plein fouet les impacts du changement climatique, notamment les petits exploitants agricoles qui sont particulièrement exposés et vulnérables. Quel changement structurel pour les infrastructures et les villes,
faire en sorte que les réseaux de télécommunications, l'approvisionnement énergétique, les voies de transport puissent être résilients dans un climat qui se réchauffe. Et puis une dimension dont on parle souvent moins, mais comment on protège le patrimoine culturel, matériel, les bâtiments, les sites archéologiques et le reste, puis aussi immatériel, les traditions, la culture, qui est aussi fragilisée dans un climat qui se réchauffe. Et donc ce mécanisme-là, c'est un mécanisme où d'abord on réfléchit à quels sont les impacts, les vulnérabilités, on planifie l'adaptation, ensuite on met en œuvre. Ensuite, on fait un suivi, on apprend de ce qui a été mis en place, des limites, de l'efficacité. Et ensuite, on recommence ce cycle, donc au niveau national, mais aussi au niveau des échanges internationaux. C'est ça qui a été construit dans le cadre du cadre de résilience des Émirats arabes unis à la COP 28, qui est une traduction de collectivement quels efforts d'adaptation on met en œuvre. Et puis vous avez là le rapport des Nations Unies sur le déficit en fait entre ce qui serait nécessaire pour construire cette adaptation et ce qui est mis sur la table. Vous voyez, l'iconographie, c'est une jauge à vide. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les besoins sont de l'ordre de 365 milliards de dollars par an pour les pays en développement chaque année d'ici 2035 et que les financements mis sur la table sont très largement inférieurs en fait à ces besoins. Alors, je termine en arrivant vers la France. La France, elle est particulièrement exposée aux risques climatiques. On le voit avec la mortalité, morbidité liée à la chaleur, des effets pour la santé. On le voit avec des difficultés dans certains cas, comme en 2022, en 2024 sur l'approvisionnement en eau. Des chocs sur la production agricole, les dépérissements d'écosystèmes. J'ai mis l'accent sur la forêt tout à l'heure, mais on a aussi des récifs de coraux qui se dégradent, notamment ces dernières années du côté des Antilles. On a également des questions d'habitabilité de certains territoires pour le littoral ou des régions de montagne avec des difficultés à entretenir les voies de transport avec des glissements de terrain plus fréquents. On a des vulnérabilités importantes à différents âges de la vie dans différents territoires. Des expositions inégales, 2/3 des personnes et des communes directement exposées à l'ensemble des aléas climatiques. Des limites aux capacités d'adaptation quand on gère les incendies de forêt en crise. Ça veut dire qu'on a mis à mal les capacités d'adaptation et qu'on est passé en mode gestion de crise. Des coûts économiques croissants. Vous avez reçu la facture ? Vous l'avez reçue. Vous l'avez reçue l'année dernière. Puis à nouveau cette année, assurance habitation, assurance voiture, c'est que le début en fait. Les mécanismes de mutualisation de risques, quand les dommages augmentent, en fait, votre facture à vous augmente et va continuer à augmenter. On a aussi des enjeux en fait d'assurabilité. Donc, les impacts s'aggravent en France à travers l'augmentation des vagues de chaleur, les conditions propices aux feux de forêt, la sécheresse des sols. En 2024, 3700 décès attribuables à la chaleur. En 2024, les plus faibles récoltes de céréales depuis 40 ans dans l'Hexagone. L'élevage qui fait face à des maladies transmises par des moucherons qui se répandent à la faveur d'hivers plus doux. De nouvelles maladies qui apparaissent dans l'Hexagone, la dengue, le West Nile en Île-de-France, récemment transmis par des moustiques. Un coût très élevé des inondations dans le Pas-de-Calais, notamment l'hiver 2023-2024, avec beaucoup de reconstructions à mettre en œuvre. Et puis la dévastation notamment de Chido à Mayotte, avec encore une fois un accès à l'éducation par exemple très dégradé depuis 1 an. Et puis enfin des canicules marines, Atlantique, région tropicale mais aussi Méditerranée, qui augmentent le nombre de nuits tropicales pour le repos nocturne pour les régions voisines et qui affectent les coraux. Et donc je termine sur ce dernier volet. Comment faire pour que les politiques publiques d'adaptation réduisent les risques ? Et le Haut Conseil pour le climat formule un ensemble de recommandations, par exemple pour les écosystèmes, des pratiques de gestion plus durables, des techniques de pêche plus sélectives que le chalutage profond, un renforcement des aires protégées pour la biodiversité, pour les services des écosystèmes. Et puis pour les populations et les activités économiques, c'est mieux connaître les vulnérabilités, mieux cibler les aides, pour éviter en fait un effet de décrochage, une augmentation des inégalités sociales, territoriales et entre générations. La participation plus active au processus de décision. Des enjeux sur le cadre professionnel. On voit que ça peine à être intégré, les enjeux d'adaptation dans le monde des entreprises de manière opérationnelle. Et puis, on n'a pas encore de doctrine de reconstruction post-catastrophe pour être plus résilient.
Et on sait que si on reconstruit à l'identique, on aura des risques qui vont fortement augmenter. Et ça, c'est un besoin aussi de connaissances tiré par ces enjeux d'adaptation sur les impacts, sur l'évaluation scientifique des risques, des expositions, des vulnérabilités, des inégalités. Un besoin de réactualiser les diagnostics d'exposition de vulnérabilité, un portail national des différents leviers d'action, et puis aussi anticiper les limites aux capacités d'adaptation, c'est-à-dire les risques résiduels, les pertes et dommages, et comment on agit par rapport à cela. Il reste que 20 minutes pour nous. Et je termine avec la stratégie de la France pour lutter contre le changement climatique. Donc elle a 3 volets. Une programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on attend depuis 2 ans. Une stratégie nationale bas carbone, qu'on attend également. Et enfin, ce qui a été mis en place, qui est le plan d'adaptation au changement climatique version 3, et notamment étayé par les travaux de Lola. Merci de votre attention. Valérie est vraiment très attachée à son sujet. Je pense qu'on pourra faire une séance bis avec elle parce qu'elle a encore plein de choses à nous raconter. Lola, malheureusement, ton temps est un peu raccourci, mais on va essayer de faire dans le temps imparti. On aura peut-être un peu moins de temps pour les questions. Voilà, donc Lola, c'est à toi de... Voilà, ça c'était la diapo des 10 ans d'une COP à l'autre. Voilà. Merci Lola. Merci à vous. Donc on va continuer à parler du changement climatique avec maintenant un focus sur la France. Ah oui, c'est moi qui ai un prompteur, ok. Voilà. Donc commençons par regarder l'évolution des températures depuis les années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc sur ce graphique, chacune des petites barres représente la température moyenne sur une année. La petite barre est bleue si la température était plus froide que la moyenne 1961-90 et rouge si la température était plus chaude. Donc on voit très bien sur le début du XXe siècle une prédominance de la couleur bleue, puis une alternance de bleu-rouge et depuis les années 1980, vraiment une accumulation d'années chaudes et de plus en plus chaudes. Et donc, à l'aide des techniques d'attribution dont a parlé Valérie, on est capable d'estimer la part de ce réchauffement qui est due au changement climatique, donc autrement dit qui est causé par les émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Et donc, en France, pour l'année 2024, elle vaut 1,9 degré. Donc on voit bien que la France se réchauffe plus vite que la moyenne planétaire qui est donc à 1,36, ici noté à 1,4 degrés. Donc si on regarde maintenant ce qui se passe à Toulouse, donc là la série remonte moins loin dans le temps, tout simplement parce qu'on n'a pas d'observation disponible sur la première moitié du XXe siècle à Toulouse, mais on voit très bien la même chose, vraiment avec une tendance très forte au réchauffement. Et on voit que toutes les années les plus chaudes ont eu lieu très récemment, avec l'année 2022 qui est donc le record, suivi de l'année 2023. Et donc l'année 2025 n'est pas encore terminée, donc on n'a pas son classement exact, mais on pense qu'elle sera au 3e rang, très proche de l'année 2023. Donc ici, je vous présente des réchauffements en moyenne annuelle, mais si on avait regardé les graphiques pour la saison estivale, on aurait vu un réchauffement qui était en fait encore plus marqué. Donc ça, un réchauffement très fort l'été, ça a des impacts forts sur les extrêmes de chaleur. Ici, sur ce graphique, on représente les vagues de chaleur qui ont été mesurées en Occitanie depuis 1947. Donc chacune des bulles correspond à une vague de chaleur. Plus il a fait chaud pendant la vague de chaleur, plus la bulle se situe vers le haut du graphique. Et plus la vague de chaleur a été longue, plus la bulle se situe vers la droite. Et donc on a repéré en violet les 3 vagues de chaleur de l'année 2025, donc, qui ont au total formé 25 jours de vagues de chaleur en Occitanie. Et donc à Toulouse, on a 1 jour sur 4 qui a dépassé les 35 degrés cet été. Et on a le record absolu de 41,5 degrés qui a été battu le 11 août. Alors la question, bien sûr, qu'on se pose, c'est du coup, qu'est-ce que tout cela va devenir dans les prochaines décennies ? Donc pour ça, Valérie en a parlé. Pour étudier le climat futur, donc on utilise des projections climatiques qui sont basées sur des modèles qui simulent l'évolution du climat selon différents scénarios d'émissions. Donc on a vu les scénarios d'émissions faibles, ceux qui permettent de respecter l'accord de Paris. Et donc on voit le réchauffement sur la planète en bas sur les 2 cartes pour ces scénarios faibles. Au contraire, les scénarios d'émissions fortes, donc selon lesquels on ne parvient pas à diminuer le rythme des émissions. Et entre les deux,
Scénario d'émissions modérées. Donc Valérie en a parlé, je vais aller vite là-dessus. Du coup, si les politiques actuelles de diminution des gaz à effet de serre se poursuivent, on estime, c'est les derniers rapports du GIEC, qu'on va se situer proche de ce scénario d'intermédiaire et que la planète va se réchauffer environ de 3 degrés, donc 2,8, environ 3 degrés à l'échéance de 2100. Donc ce réchauffement de plus 3 degrés en 2100 à l'échelle de la planète tout entière, c'est l'hypothèse qui a été retenue par le gouvernement pour définir une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC. Alors qu'est-ce que c'est cette TRAC ? C'est un cadre qui est fixé par le gouvernement dans le cadre du 3e plan national d'adaptation pour répondre à la question « à quel climat futur je dois m'adapter et quand ?» Donc, pour répondre à cette question, les autorités ont choisi 3 niveaux de réchauffement planétaire, plus 1,5 degré, plus 2 degrés et plus 3 degrés, auxquels il va falloir se préparer aux horizons 2030, 2050 et 2100. Donc, nous avons traduit ces réchauffements de moyenne planétaire à l'échelle de la France hexagonale et de la Corse. Donc, comme la France se réchauffe plus que la moyenne planétaire, ça signifie plus 2 degrés en 2030, plus 2,7 en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Donc voilà, vous avez ici un extrait du 3e plan national d'adaptation qui vise donc à nous préparer à vivre dans une France à plus 4 degrés. Donc, juste un mot rapide là, pour bien dissocier les objectifs en termes de politique d'adaptation. Donc, on a d'une part les objectifs d'adaptation qui visent à nous protéger des impacts du changement climatique, qui sont différents des objectifs d'atténuation qui visent à limiter le réchauffement, donc réduire nos émissions. Donc, la trajectoire d'adaptation, c'est vraiment une trajectoire pour l'adaptation qui vise à nous préparer à vivre dans un monde à plus 3 degrés, mais elle ne remet pas en cause les objectifs d'atténuation qui, eux, sont liés à l'accord de Paris et donc qui visent à limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés planétaires. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir qu'est-ce que ça signifie sur la France, un réchauffement de plus 4 degrés. Alors, j'ai une slide un petit peu technique pour vous expliquer un petit peu d'où viennent tous les résultats que je vais présenter par la suite. Donc, c'est une chaîne de modélisation qui part donc des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qu'on utilise en entrée de modèles globaux qui vont simuler l'évolution du climat à l'échelle de la planète tout entière avec une résolution spatiale d'environ 100 km. Donc ça, ce sont notamment les modèles qui sont utilisés en priorité dans les rapports du GIEC. Ensuite, pour affiner les résultats qui sortent de ces modèles globaux, on utilise des modèles régionaux, donc sur l'Europe, qui nous permettent d'atteindre une résolution autour de 10 km. Donc à 10 km de résolution, on a une bien meilleure représentation du relief, des traits de côte, ce qui nous permet de mieux représenter notamment les phénomènes extrêmes. Alors, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a des exercices de modélisation réalisés par plusieurs centres européens de modélisation. Et donc, on dispose de nombreuses simulations à 10 km de résolution qui nous permettent de vraiment bien étudier les changements futurs sur notre pays. Ensuite, on a une dernière étape qui permet de rendre les sorties des modèles cohérentes avec les observations et de prendre en compte les spécificités locales qu'on appelle un ajustement statistique par rapport aux observations. Voilà, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, tous les résultats que j'ai présentés par la suite, ils ne viennent pas d'un modèle unique. En fait, on a plusieurs modèles et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas dire lequel est le meilleur. Certains ont leurs forces, des faiblesses. Et donc, en fait, on ne considère pas les résultats d'un seul modèle, mais de l'ensemble des différents modèles. Et c'est pourquoi vous verrez souvent sur mes slides un intervalle de confiance entre crochets qui correspond à la prise en compte de cette incertitude sur les différents modèles. Donc, si on regarde maintenant, qu'est-ce que signifie donc la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation en termes de vagues de chaleur. Donc, on reprend le même type de représentation par bulles. On a représenté ici en gris les bulles de chaleur pour la période de référence 1976-2005 et en jaune les bulles de chaleur pour une France à plus 2 degrés, donc le 2030 de la trajectoire d'adaptation. Et puis si on rajoute maintenant les bulles pour la France à 2,7 degrés, l'horizon 2050 de la TRAC, et une France à plus 4 degrés, l'horizon 2100 de la TRAC, on peut voir une explosion du nombre de bulles, donc des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes, et en plus qui se déplacent vers le haut et vers la droite du graphique, donc qui sont de plus en plus longues et de plus en plus intenses.
Alors un autre moyen de représenter les vagues de chaleur, c'est de regarder ce calendrier. En fait, ici, on a donc en abscisse les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre jusqu'à octobre. Et on a représenté la fréquence de vagues de chaleur au cours de ces mois. Donc sur la période de référence, on voit bien que les vagues de chaleur sont concentrées au cœur de l'été. Et au fur et à mesure que la France se réchauffe, les vagues de chaleur deviennent non seulement de plus en plus fréquentes au cœur de l'été, et on voit aussi un allongement de la période qui est concernée par ces vagues de chaleur. Donc ça, c'est très important en termes d'adaptation, parce qu'en fait, on va devoir gérer des enjeux de chaleur hors des périodes de vacances scolaires. Donc Valérie en parlait pour les écoles. On a vu à Toulouse, en juin dernier, les chaleurs insupportables dans les classes pendant la canicule. Donc, à l'échelle de la France, ces extrêmes de chaleur concernent l'ensemble des régions, même si c'est à des degrés divers. On voit que les régions proches du littoral atlantique ou de la Manche sont relativement moins touchées que les autres, ainsi que les reliefs. Mais on a quand même une progression des extrêmes sur l'ensemble du territoire. Ici, on regarde les nuits chaudes. Donc, les nuits chaudes, ce sont les nuits au cours desquelles la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Ce seuil de 20 degrés, il est important parce que c'est le seuil au-dessus duquel l'organisme n'est plus capable de récupérer de la chaleur qu'il a subie pendant la journée. Donc on voit bien que sur la période de référence, en fait, il n'y a que le littoral méditerranéen qui est concerné par ces nuits chaudes. Et au fur et à mesure du réchauffement, le phénomène des nuits chaudes s'étend vers le nord, en plus de s'intensifier considérablement dans les régions méditerranéennes. Donc là, vous avez des chiffres qui représentent des moyennes à l'échelle de la France entière, mais en fait, ils ne représentent mal les chiffres à l'échelle locale. On voit que sur le pourtour méditerranéen, dans une France à plus 4 degrés, on est autour de 120 nuits chaudes par an, autrement dit toutes les nuits de la saison estivale. Et en plus, il faut avoir en tête que ce type de phénomène est exacerbé en ville, avec nos modèles actuels qui représentent de manière imparfaite les villes. Donc on peut s'attendre vraiment à une accentuation du phénomène dans des modèles nouveaux qui vont mieux représenter les villes et l'absorption de chaleur par les matériaux. Parce qu'en fait, dans les villes, on a ces phénomènes de chaleur urbain. Ça veut dire que tous les matériaux de revêtement des routes et des bâtiments vont absorber la chaleur pendant la journée et la dégager pendant la nuit, ce qui vraiment favorise les nuits chaudes. Alors, en termes de cycle de l'eau, parce que le changement climatique, ce n'est pas uniquement une accentuation de la chaleur. Donc, si on regarde de nouveau ce qui s'est passé sur les dernières décennies, donc ici, c'est une série qui est mesurée à Lavore, dans le Tarn, tout simplement parce qu'on n'a pas de série de bonne qualité qui mesure la pluie depuis suffisamment longtemps à Toulouse. Donc j'ai pris la bonne série la plus proche. Et ici, ce qu'on remarque, contrairement à la température, c'est qu'on n'a pas une tendance marquée sur les dernières décennies. C'est plutôt la variabilité, avec l'alternance entre des années humides et des années sèches qui domine. Maintenant, si on regarde ce qui va se passer dans le futur, eh bien, là encore, si on regarde la carte de gauche pour l'année, les hachures signifient en fait que on a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution future des pluies sur la France en moyenne annuelle. On ne peut pas dire si les pluies vont augmenter ou diminuer parce que les modèles ne s'accordent pas entre eux. Certains projettent une hausse des précipitations, d'autres une baisse des précipitations. Donc, il y a deux facteurs principaux pour expliquer cette incertitude. La première, c'est la grande variabilité dont on vient de parler, qui va continuer dans les années à venir jusqu'à masquer parfois la réponse du changement climatique, et aussi la position géographique de la France, qui se situe entre l'Europe du Nord, où on a plutôt une hausse des précipitations, et le pourtour méditerranéen, où les précipitations sont à la baisse. Maintenant, si on regarde les figures du centre et de droite, donc pour les saisons hivernales et estivales, on peut voir que là, on a quand même moins d'incertitudes et des signaux qui se dégagent, avec plutôt une hausse des précipitations en hiver et une diminution en été. Alors si on zoome un petit peu sur la France et qu'on regarde donc dans une France à plus 4 degrés avec ce graphique, à quoi s'attendre en termes de changement de précipitation? Donc, sur ce graphique, chacun des petits points de couleur correspond à un modèle différent. On a les changements de précipitation en été sur l'axe des ordonnées. Et donc, plus le modèle ira vers le bas, plus il simule une diminution des précipitations. On a les changements pour la saison hivernale en abscisse, avec
plus les points sont vers la droite, plus on a une augmentation des précipitations. Et en fait, on voit qu'on peut regrouper nos modèles en 3 grandes familles. Une première famille qui montre une évolution limitée, peu d'évolution des précipitations quelle que soit la saison, c'est la famille verte. Une famille qui va montrer une évolution sèche, donc avec principalement une très forte baisse des précipitations en été, mais peu d'évolution en hiver. Et une troisième famille, qu'on appelle contrastée, avec une baisse en été et une hausse en hiver. Alors bien sûr, quand on voit ça, on pourrait se dire, en fait, on n'en sait rien, qu'est-ce qui va se passer sur les précipitations dans le futur ? Mais comme je le disais, voilà, si on passe à l'échelle des saisons, on a des signaux forts sur lesquels on a beaucoup moins d'incertitudes. Ici, par exemple, on a représenté pour ces 3 grandes familles l'évolution des débits d'étiage. Alors, les étiages, c'est les périodes de l'année où les débits sont les plus bas. Donc là, on voit très bien que même si on a des différences selon les familles, en particulier sur le nord de la France, on a tout de même une grande prédominance des couleurs marron qui montrent donc une forte diminution des débits d'étiage. Donc ce sont les bas débits en été. Et donc notamment la région du sud-ouest qui est très clairement identifiée comme une zone particulièrement exposée à la baisse des débits en été. Donc un autre résultat sur lequel on a confiance pour l'évolution de la ressource en eau, c'est l'eau utile. Puisqu'en fait, donc, l'eau utile, c'est un bilan entre l'eau qui arrive par les précipitations et l'eau qui repart par le phénomène d'évapotranspiration, l'évaporation des sols et la transpiration de la végétation. Donc même si, on le voit sur la première carte, on a des incertitudes sur les précipitations, on sait que sous l'effet du réchauffement, l'évaporation des sols et la transpiration de la végétation va augmenter. Donc au bilan, on sait qu'on va vers une baisse de la ressource en eau. Voilà, donc maintenant, si on regarde un petit peu en termes de grands risques, donc je ne vais pas tous les balayer, mais je vais en illustrer quelques-uns. Donc, le premier, on l'a vu avec cette baisse de la ressource en eau, c'est bien sûr le risque de sécheresse. Donc la carte à gauche vous représente l'évolution moyenne du nombre de jours de sol sec sur la France pour une France à plus 4 degrés. Donc on voit que ce nombre de jours de sol sec augmente partout. Et donc à droite, des événements de sécheresse, où on reprend cette représentation avec des bulles. Ici, des bulles donc, qui montrent plus on est haut avec une grande superficie touchée par la sécheresse, et plus on est à droite avec une sécheresse très longue. Et donc on voit les bulles grises, sécheresse passée, les bulles rouges dans une France à plus 4 degrés, qu'on s'attend aussi à des sécheresses plus fréquentes, plus longues, et sur des surfaces plus étendues. Donc, quelques chiffres avec un zoom sur l'Occitanie. Donc, on avait environ 99 jours de sol sec sur la période de référence. On rajoute 26 jours dans une France à plus 2,7 degrés, l'horizon 2050 de la TRAC, et plus 46 jours dans la France à plus 4 degrés. Et là, pourquoi je voulais un petit peu insister sur ces chiffres, c'est que en fait, tous ces chiffres-là, moi, dont je vous parle, ce sont des chiffres d'évolution moyenne du climat. Autrement dit, je vous dis comment évoluent les normales climatiques. Mais en fait, on sait qu'au-delà des normales climatiques, on a beaucoup de variabilité, et en particulier, toutes les années records sont bien au-delà des normales climatiques. Donc, à titre d'exemple, en Occitanie, en 2022, on a déjà subi 166 jours de sol sec. Donc, il faut vraiment se représenter qu'au-delà des chiffres que je vous présente, les extrêmes du futur seront considérablement amplifiés et bien au-delà des records déjà observés. Donc un climat plus chaud, plus sec, c'est un climat qui est beaucoup plus propice au déclenchement et à la propagation des feux de forêt et de végétation. Ici, on représente l'évolution du nombre de jours de risque de feu élevé. Donc la référence à gauche est dans une France à plus 4 degrés à droite. Donc là aussi, on voit que le risque de feu concernait essentiellement les régions méditerranéennes. Et on a progressivement une extension vers le nord du risque et un accroissement très fort du risque dans la moitié sud. Donc là, à titre d'exemple, l'année 2022 a vraiment été une année de prise de conscience que les feux de forêt ne sont plus limités à la région méditerranéenne. On a eu en 2022 des feux qui se sont déclarés en Bretagne, dans les Alpes du Nord, donc des choses qui ne s'étaient jamais vues. Et cet été à nouveau, on a eu encore des méga feux avec des ampleurs jamais observées.
Donc le troisième risque dont je vais parler, c'est le risque d'inondation. Avec tout ce paradigme du changement climatique, on va à la fois vers une accentuation des extrêmes secs et des extrêmes humides. Donc il y a plusieurs types de phénomènes qui peuvent causer des inondations. Donc le premier auquel on pense, ce sont des pluies extrêmes, donc des pluies très fortes sur une courte durée. Donc là, l'exemple typique, ce sont les épisodes méditerranéens. Et on a l'épisode à Valence en octobre 2024 qui a très fortement marqué les esprits, où on a presque 500 mm de pluie, donc l'équivalent quasiment d'une année de pluie, qui sont tombés en 8 heures. Alors, le rapport du GIEC nous dit que ce type d'événement est amené à s'accentuer dans le futur. Donc, on comprend bien la physique autour de cette accentuation, avec un air plus chaud qui peut contenir plus d'humidité. Donc, quand on a un extrême de précipitation, avec toute l'eau qui se déverse, on a forcément plus d'eau. Maintenant, pour vraiment donner des quantifications à l'échelle régionale et locale des pluies extrêmes, c'est encore compliqué. Donc, les modèles actuels que nous utilisons, autour de 12 km, ne représentent pas pleinement les phénomènes de convection qui sont à l'origine des orages. Donc ici, on attend beaucoup des nouvelles générations de modèles à haute résolution qui vont nous permettre de mieux représenter ces phénomènes orageux. Donc on a ici trois cartes qui représentent le relief donc, de la Corse observée, la référence. Et dans un nouveau modèle avec très haute résolution à 3 km, on voit que le relief est très bien représenté, alors que dans les modèles autour de 10 km, on a une représentation beaucoup plus approximative du relief. Et en fait, pour bien représenter ces phénomènes orageux, qui souvent, c'est en fait des masses d'air qui viennent se coincer contre les montagnes, il faut avoir une très bonne représentation du relief. Et effectivement, on voit sur le graphique de droite que pour les pluies automnales, on est beaucoup plus réaliste dans un modèle à 3 km qui ressemble beaucoup à la référence par rapport à un modèle à 12 km. Donc actuellement, il y a des simulations en cours qui seront disponibles dans les services climatiques à l'horizon 2026 environ. Et on espère pouvoir affiner nos projections sur les pluies extrêmes. Donc, les inondations, ça peut aussi être causé par des longues périodes de pluie soutenues. Donc là, vous avez peut-être encore en tête les phénomènes qui ont eu lieu dans le Pas-de-Calais à l'hiver 2023-2024, où on a eu des cumuls de pluie sans précédent. Vous voyez la petite barre de novembre 2023 là, qui apparaît vraiment au-dessus des autres sur le graphique. Donc ce type d'événement, en fait, c'est trop d'eau partout. Il pleut tellement que les rivières débordent, on a du ruissellement, on a des remontées de nappes et donc des inondations très importantes. Et ce risque aussi est exacerbé dans un climat plus chaud, notamment à cause de la hausse des précipitations hivernales. Bien sûr, le climat n'est pas le seul facteur amplificateur de ce type d'événement. Et par exemple, l'imperméabilisation des sols qui empêche l'eau de s'infiltrer est aussi un facteur aggravant. Donc pour le risque d'inondation, le troisième facteur, c'est l'élévation du niveau de la mer, donc avec les submersions marines, à la fois des zones à basse altitude qui se retrouvent en fait inondées en permanence, donc des inondations chroniques, et aussi une amplification du risque de submersion lors des tempêtes. Alors nous, donc c'est le graphique, la carte de gauche, on n'a pas de signal pour l'instant sur l'évolution des tempêtes dans le futur. En revanche, une même tempête qui va venir sur un niveau de la mer qui a augmenté, du coup, en fait, le déferlement des vagues sur la côte est très amplifié du fait de l'élévation du niveau de la mer. Et donc, on a des travaux récents du BRGM qui indiquent que donc, dans ce cadre de la traque, dans une France à plus 4 degrés, il faut s'attendre à une élévation de 65 à 85 cm du niveau de la mer. Alors juste un mot rapide sur les territoires d'outre-mer, je n'ai pas parlé pour l'instant. Donc jusqu'à présent, on avait vraiment un déficit d'informations sur ces régions outre-mer, avec peu de connaissances en France sur en tout cas disponibles dans les services climatiques sur ces régions. Et donc il y a vraiment un gros effort actuellement à Météo France avec un projet qui vise à vraiment compléter nos connaissances, produire des simulations, récupérer les simulations produites ailleurs dans le monde pour venir mieux documenter les changements dans ces régions. Donc vous voyez là les territoires qui sont couverts par ce projet sur la petite carte. Pour l'instant, ça concerne les outre-mer tropicaux uniquement, donc avec les Antilles, la Guyane, Mayotte et la Réunion, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc il y a vraiment une spécificité forte dans ces territoires parce qu'en fait souvent ce sont des petites îles et donc pour bien représenter le climat dans ces territoires, on doit aller vers des modèles de haute résolution. Donc ici il y a l'exemple de l'île de Nouvelle-Calédonie
et donc qui vous montre comment cette île est représentée dans différentes générations de modèles, des modèles à une résolution de 100 km, 25 km et 2,5 km. Donc on voit bien que dans un modèle à 100 km, on a à peine 2 points verts, ça veut dire qu'on a 2 points terre pour représenter l'île. Tout ce qui est bleu, c'est de la mer. Et en fait, il faut vraiment aller vers des modèles à 2,5 km de résolution pour commencer à bien représenter les spécificités de l'île. Donc, et encore, la Nouvelle-Calédonie, c'est la plus grande des îles des outre-mer tropicaux. Donc, pour, par exemple, Mayotte ou les Antilles, souvent, dans des modèles planétaires, à résolution 100 km, l'île n'est tout simplement pas représentée du tout. Voilà, donc il y a ce gros effort sur les outre-mer français et c'est vraiment nécessaire parce que donc Valérie en a parlé, si vous avez encore en tête la carte qui représentait les zones particulièrement vulnérables dans le monde, ces territoires en font partie. Ils sont exposés à de nombreux risques. Donc celui de la chaleur humide. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu de chaleur en lien avec la santé dans les outre-mer parce que c'est des pays où il y a une culture de la chaleur, parce qu'il y a moins de variations de la chaleur, mais en fait, on sait maintenant que ce sont des zones très humides et en fait l'impact sur la santé de la chaleur cumulée à l'humidité est très important. Il y a aussi l'enjeu de la sécheresse, particulièrement important là-bas parce que c'est déjà des endroits où on a une pression très importante sur le réseau d'eau. Par exemple, dans les Antilles, on a très souvent des coupures d'eau déjà actuellement, donc avec des tendances qui vont vers une amplification des sécheresses, ce sera encore plus aggravé. Bon, bien sûr, donc les petites îles sont entourées d'océans et donc très très exposées aux risques liés à l'élévation du niveau de la mer. Et puis Valérie en a parlé, donc je vais passer vite, mais donc tous les risques associés au cyclone dans ces régions-là. Donc là c'est une image du cyclone Mélissa dont Valérie a parlé. Alors, comment en savoir plus? Donc, c'est une slide sur laquelle il y a beaucoup de liens. Donc, je pense que les supports seront à disposition à la suite si vous voulez donc revenir dessus pour ensuite aller voir donc, tous les petits liens qui sont indiqués là. Donc voilà, évidemment, pour être utile, toute cette connaissance, il faut qu'elle soit disponible, déclinée à l'échelle des régions et mise à disposition de la société et des acteurs de l'adaptation. Donc il existe des rapports qui vont vous présenter les impacts sur la France donc d'un réchauffement de plus 4 degrés et également plusieurs portails numériques qui visent des publics différents, depuis des publics plus experts vers des plus grand public ou aussi des services plus spécifiques pour certains secteurs, donc la ressource en eau, l'agriculture et l'enneigement dans les stations de ski. Alors, pour terminer, voilà, donc, ce qu'on a vu, c'est vraiment que donc, le changement climatique provoque une évolution très rapide des extrêmes et une grande variabilité des extrêmes. Voilà, on sait qu'il y a très très nombreux records qui ont été battus sur les années très récentes. Donc ici, une illustration pour la vague de chaleur de juin 2022 où on avait vraiment plein de records de chaleur qui avaient été battus et parfois avec une ampleur que même qui nous surprennent encore. Et puis on a en plus cette difficulté pour l'adaptation avec des séquences très pluvieuses qui viennent alterner avec des séquences très, très sèches et donc toute cette grande diversité des extrêmes auxquels il faut faire face. Donc s'adapter au climat futur, c'est vraiment se préparer à ces extrêmes et anticiper des événements inédits, donc inédits par leur intensité, plus fort que tout ce qu'on a jamais observé, dans leur durée, dans leur localisation, des événements qu'on pensait qui concernaient que le sud, qui s'étendent vers le nord, leur extension géographique et la difficulté pour la sécurité civile de faire face, par exemple, à des feux qui se déclenchent partout en même temps sur le territoire, parce que traditionnellement, en fait, les pompiers se déplacent pour aller éteindre les feux là où il y en a besoin, et donc quand il y en a partout, ça devient très compliqué, et donc là, évidemment, la sécurité civile s'adapte et doit développer ses moyens d'action face à ces risques. Et puis les événements en cascade qui se succèdent et voilà, toute la difficulté d'y faire face. Donc, pour essayer de nous préparer à tout ça, le gouvernement a choisi de fixer un cadre, donc s'adapter à un monde à plus 3 degrés, donc une France à plus 4 degrés. Donc voilà, moi pour terminer, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à cette trajectoire pour la replacer dans l'ensemble
des futurs possibles. Rappelez que cette trajectoire d'adaptation, ce n'est pas une prévision du climat futur, hein, c'est un choix fait par le gouvernement pour guider les actions d'adaptation. Et rappelez aussi que d'autres futurs sont possibles. Voilà, donc si les États parviennent collectivement à revoir à la hausse leurs ambitions et pour respecter l'accord de Paris, le réchauffement pourrait être plus faible. À l'inverse, un recul des mesures qui sont actuellement mises en place ou une réponse plus sur du climat, un affaiblissement des puits de carbone, Valérie en a beaucoup parlé, tout cela mènerait à des réchauffements plus forts. Et donc, pour un certain nombre d'activités, des activités à risque, des activités critiques, on peut penser à des industries sensibles qui seraient localisées en bord de littoral, dans ces cas-là, on aura peut-être intérêt à aller considérer des réchauffements au-delà de ceux qui sont anticipés par la trajectoire de référence à l'adaptation. Donc voilà, donc ça rappelle à quel point il faut vraiment co-construire l'information climatique avec les utilisateurs, selon leurs besoins, selon leur localisation, selon leur secteur, et travailler au cas par cas avec les utilisateurs. Voilà, donc ça c'était la slide de fin. Donc j'aime bien terminer par ces deux images qui vous représentent donc les impacts d'un réchauffement à 2,7 degrés sur la France à gauche et 4 degrés à droite. Donc on voit à gauche, on a 5 fois plus de jours de vagues de chaleur. On a un mois de sol sec supplémentaire. J'en ai peu parlé, mais on a aussi moins de 3 mois de neige en moyenne montagne. Et à droite, on a 10 fois plus de vagues de chaleur, 2 mois supplémentaires de sol sec et moins de 2 mois d'enneigement en moyenne montagne. Donc il y a deux visions de regarder ces deux images. Donc la première, c'est la vision chronologique, comme le propose la TRAC, donc en considérant que c'est ce à quoi il faut se préparer à l'horizon 2050 puis à l'horizon 2100. Et l'autre manière, c'est de considérer l'écart entre ces deux figures et de voir que donc, en fait, si on réussit à limiter le réchauffement climatique, à respecter l'accord de Paris, le monde dans lequel on vivra, c'est le monde de gauche, où il y a déjà des impacts majeurs, mais qui sont quand même bien moins graves que ceux à droite. Voilà, je vous remercie. Merci Lola. On va avoir peu de temps pour les questions, peut-être 2 ou 3 questions rapides, et ensuite Philippe, on va vous présenter le programme de l'année à venir. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions rapides? Qui a le micro là? Il y a un micro. Il y a une question devant et là. Merci pour ces exposés vraiment très complets et fantastiques. Je suis moi-même océanographe et alors j'ai une question, mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Bon, moi ils sont grands, ça va, mais plus ils sont petits, plus je m'inquiète du discours qu'on peut leur tenir pour leur donner espoir. Alors, je vais faire une citation de Céline Guivarch, qui est au Conseil pour le climat. C'est une citation qu'on peut lire dans une BD qui s'appelle Horizon climatique, où elle dit qu'elle raconte à ses enfants que vu qu'on est 100% du problème, on est aussi 100% de la solution. Je sais pas si... En fait, je pense qu'on devrait plus donner la parole aux enfants. Et par exemple, les scouts et guides de France, j'en fais pas partie, mais m'ont invité au printemps dernier parce qu'ils ont organisé une convention, une assemblée citoyenne en fait, sur l'adaptation au changement climatique avec des jeunes de 7 à 18 ans, puis des adultes qui les ont accompagnés. Et c'était assez formidable. Et en plus, quand on donne la parole aux enfants, 2050 pour eux, c'est quand ils ont notre âge en fait, c'est demain. Et du coup, ça permet aussi de décentrer le regard par rapport à l'actuel, au blocage ou aux difficultés, et de se dire est-ce qu'on met vraiment tous nos efforts pour faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions de vie possibles, parce qu'ils vont vivre dans ce climat qui change, et on a, nous, la responsabilité de faire notre maximum pour que ce soit le mieux possible.
Une autre question ici, là, si tu peux te lever pour qu'on te voit peut-être. Merci également pour ces deux exposés. Moi, j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous rappeler brièvement pour quelles raisons principales l'Europe et la France ont un réchauffement supérieur à la moyenne mondiale. Oui, je commence et tu me complètes. Donc, en fait, le réchauffement, il est très variable selon les différentes régions du globe. Donc, d'abord, on a un réchauffement qui est plus fort sur les continents que sur les océans. Donc ça, c'est lié à des phénomènes d'évaporation à la surface de l'océan qui vont atténuer le réchauffement, aussi à la capacité thermique des océans qui va beaucoup absorber le réchauffement, alors que les continents vont se réchauffer plus vite. Donc déjà, quand on parle de réchauffement à l'échelle planétaire, c'est une moyenne continent plus océan. Donc la France, c'est un continent. On a aussi une différence de réchauffement selon la latitude, avec des tropiques qui se réchauffent moins et des moyennes latitudes, alors des hautes latitudes qui se réchauffent encore plus. Mais donc la France, c'est un continent de l'hémisphère nord. Donc déjà, elle se réchauffe plus. Est-ce que tu veux rajouter ? Alors, dans les effets amplificateurs, il y a dans le nord de l'Europe ou en moyenne montagne le recul du manteau neigeux qui fait que ça amplifie le réchauffement, par exemple au printemps, quand on a moins de manteau neigeux. Et puis du côté du bassin méditerranéen, on a un couplage assèchement, vague de chaleur, c'est-à-dire quand les sols sont secs, il n'y a pas la possibilité d'évaporer, de transpirer. Et donc, c'est plus favorable à des vagues de chaleur l'été. Donc, on a ces mécanismes-là physiques, en fait, qui sont à l'œuvre et qui expliquent un réchauffement particulièrement fort, notamment en Europe. Tu es d'accord ? Bonjour, merci, c'était passionnant. Si on écoute la presse, on a le sentiment que les États-Unis ne font pas beaucoup d'efforts et que les Chinois, en revanche, en font beaucoup. Est-ce que vous confirmez cette tendance que la Chine, notamment, a une stratégie de minimiser son impact carbone qui est réel ? J'y vais ? Alors du côté des États-Unis, leur pic d'émissions est passé depuis 2005. Il y a une diminution. Elle a été notamment liée à un passage du charbon au gaz sur la production d'électricité, mais pas uniquement, de l'efficacité aussi. Et là, en fait, la volonté de l'administration actuelle d'avoir une politique favorable aux énergies fossiles, c'est en fait une obstruction par rapport aux technologies propres. Donc il y a eu l'idée de freiner le déploiement de bornes de recharge, de freiner le déploiement de renouvelables. Mais en fait, quand on regarde par exemple une région comme le Texas, simplement avec l'économie de marché, ça se développe parce que c'est intéressant pour les investisseurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc les observateurs extérieurs soulignent que les émissions des États-Unis vont continuer à baisser, mais un peu moins vite, du fait de freins qui sont actuellement mis en œuvre par rapport aux incitations qui étaient mises en œuvre auparavant. Du côté de la Chine, donc la Chine en fait, ses émissions semblent stagner depuis le printemps 2024. Il y a des effets conjoncturels d'activité économique qui ralentit, notamment le bâtiment, mais il y a aussi des effets structurels. Donc les effets structurels, c'est le déploiement à grande échelle de la mobilité électrique, de roues, voitures et le reste, qui abat de la demande en pétrole. Et puis, il y a un effet également donc, de déploiement d'électricité bas carbone, nucléaire et renouvelable à très grande échelle qui, en fait, permet de ne pas avoir à recourir aux centrales à charbon qui existent et donc qui abat en fait, de la demande de charbon. La Chine a beaucoup misé sa stratégie industrielle sur les technologies bas carbone, pompe à chaleur, renouvelables, batteries, voitures électriques et le reste. Donc ça, c'est très net. Et son engagement est considéré par des observateurs comme relativement faible. Donc, ce qui a été annoncé par le président chinois à New York en septembre, c'est-à-dire une baisse de l'ordre de 7 à 10% de mémoire à horizon 2035 par rapport à un pic, mais elle n'a pas exprimé ce que serait le pic et quand il serait attendu. Voilà, donc c'est une source d'incertitude. Merci Valérie. On prend une dernière question parce qu'il faut vraiment qu'on libère la salle. Bonjour, merci beaucoup de votre exposé. Je voudrais rebondir sur le Haut Conseil pour le climat. Qui est-ce qui écoute le Haut Conseil pour le climat ? Qui est-ce qui s'intéresse du fait que les périodes de grande chaleur sont plus importantes à l'avenir ? Qu'est-ce qui se préoccupe de la fiabilité
des centrales nucléaires lorsque l'eau de la Garonne ou d'autres fleuves commence à devenir trop chaude pour pouvoir les refroidir. Parce qu'il faut faire de l'électricité, mais il y a quand même des limites technologiques au fonctionnement des centrales. Sur le Haut Conseil, en tout cas, oui, c'est toi. Oui, Valérie est au Haut Conseil, donc elle peut nous répondre. Oui, donc le Haut Conseil pour le climat, en théorie, il peut être saisi par le gouvernement, il peut être saisi par le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, ou par le Conseil économique, social et environnemental. Il peut s'autosaisir et il doit faire tous les ans un suivi des engagements de la France et de ses politiques climatiques. Et là, en ce moment, il travaille sur un rapport territorial. Il a peu été saisi par le Parlement. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors qu'en réalité, au Royaume-Uni, par exemple, le Climate Change Committee a une interaction beaucoup plus directe par l'organisation en fait, parlementaire de la délibération. Et ce qui a été montré, c'est que dans tous les pays où il y a une instance équivalente, donc un rôle, en fait, je ne sais pas comment le dire, d'autorité indépendante qui fait un suivi factuel et objectif, dans tous les pays où on a ce type d'organisation, il y a une meilleure qualité des politiques publiques. Donc le Haut Conseil Climat fait des recommandations, ensuite il y a un dialogue avec le gouvernement, et après il y a un suivi qui est fait. Et on voit que ce qui ne fonctionne pas bien, c'est avec le Parlement, très nettement. On avait fait la recommandation d'évaluer avant et après les lois. La seule pour laquelle ça avait été fait, c'était la loi climat-résilience qui venait de la Convention citoyenne. Donc là, il y a un vrai sujet, en fait, à mieux structurer cette capacité de suivi des implications environnementales au sens large. Et après, vous aviez une question sur le nucléaire. Donc là où se fait notamment un travail de prospective, c'est dans le cadre de RTE, par exemple, avec les opérateurs également, EDF. Moi, ce que je peux juste souligner, c'est que si on regarde la planification nouveau nucléaire, donc les nouveaux EPR par exemple, vous observerez qu'ils sont essentiellement positionnés sur le Rhône et qu'ils sont positionnés sur la Manche, en anticipant en fait des difficultés de ressources en eau dans d'autres contextes. Oui, moi je peux peut-être juste ajouter qu'avec des grands acteurs industriels en général, je ne parle pas spécialement de la filière nucléaire, mais c'est parfois difficile d'avoir l'impression qu'on a du poids sur des décisions d'atténuation du changement climatique, de leur faire changer des trajectoires en termes de réduction d'émissions. Mais par contre, dès qu'on va parler d'adaptation au changement climatique, on va le traduire en risque et en fait en coût aussi sur l'activité. Là, la plupart des acteurs industriels sont très, très à l'écoute quand même de ce qu'on leur dit. Merci Valérie, merci Lola. Il faut vraiment qu'on arrête parce qu'on doit quitter cette salle. Philippe, tu peux nous présenter les activités. Merci pour vos travaux. Merci. Bon, mais encore un grand merci pour ce brillant exposé, très sensibilisant, un véritable plaidoyer pour la cause climatique, là vraiment, qui, je pense, nous a tous beaucoup touchés. Donc, je vous rappelle que la conférence sera diffusée bientôt sur la chaîne YouTube de la Cité. Vous pourrez retrouver les liens, etc. Et regardez donc sur France Culture le podcast de Valérie. Peut-être donc avant de partir, je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil sur le travail d'Hervé, là, notre scribe, là, qui fait un travail assez remarquable là, de captation finalement un peu de temps fort des conférences, donc captation par des mots-clés, par des petits schémas. Donc faites un petit détour, là ça vaut vraiment le coup. Donc la suite, rapidement, là vous avez la palette des activités de l'association, donc je ne vais pas revenir dessus, donc c'est grâce un peu à vos cotisations là qu'on arrive effectivement à vous proposer ce programme. Donc on est en cours d'élaboration là, du programme de 2026, donc c'est le moment d'adhérer. Écoutez, je vous invite à le faire, ça nous aidera effectivement encore à nous développer, à faire plus. D'ici la fin de l'année, donc les événements arrivés, donc 3 décembre, prochaine et dernière conférence là, du cycle 2025, donc qui sera consacrée à Biomasse, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne là, pour sonder les forêts et mieux comprendre un petit peu leur rôle dans l'encycle carbone. Donc voilà.
Vous avez la date. Ensuite, le 8 décembre, nous aurons notre traditionnelle soirée d'attribution des prix. Donc il y a 2 prix qui sont décernés. Donc l'un qui sera décerné à Catherine Lambert, là c'est un grand prix. Et puis un prix des amis. Là, donc vous êtes tous invités à venir écouter nos récipiendaires et puis participer à cette soirée là qui sera suivie d'un petit moment convivial où on pourra échanger tous ensemble. Et puis le 12 décembre, donc à Bruguière, dans la salle Bascala, donc nous aurons un événement original là avec qui s'intitule Les Planètes en musique, donc un concert qui va mêler effectivement des intermèdes musicaux et des interventions scientifiques là sur le thème un peu des planètes, là une musique de Gustav Holst là qui est un compositeur anglais, et puis des intervenants scientifiques de l'IRAP, donc c'est assez original. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je pense qu'on doit trouver ça sur notre blog. Allez jeter un œil là sur Internet, sur le blog des Amis de la Cité de l'Espace. Vous avez toutes les informations là sur les programmes et les liens d'inscription. Et je termine donc par déjà un événement là qu'on a lancé, donc qui est un concours d'illustration là pour 2026, donc qui est ouvert à tous, de 8 à 88 ans. Là, il n'y a pas de limite d'âge. On a déjà pas mal d'inscrits. Les inscriptions ont été prolongées jusqu'à fin décembre. Donc chacun est invité à venir un peu s'exprimer là de manière graphique sur le thème ciel, espace, astronomie. Et puis ensuite, il y a un jury assez prestigieux qui a été constitué là, qui délibérera, qui choisira les meilleurs dessins et qui les récompensera lors d'une soirée aussi qui a été fixée au 15 avril 2026 de mémoire. Vous avez aussi notre samedi découverte. Et si on peut revenir, cela dit d'avant, ne pas oublier, vous avez un samedi découverte. Je n'ai pas détaillé toutes les activités. Qui est si on me remonte une diapo ou deux, voilà, le samedi découverte est réservé aux adhérents, dont l'avantage d'être adhérent, c'est que vous pouvez participer au samedi découverte. Donc on a besoin de vous, comme le disait Philippe, pour faire marcher notre association. Voilà, merci à vous, bonne soirée, et puis au 3 décembre.